Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Le romantisme va faire belle vie à l'univers de la mélodie accompagnée, qui lui a été offerte en cadeau par le classicisme. Néanmoins, nous connaissons les heureuses redécouvertes de Bach. C'est la recréation de la Passion selon saint Matthieu par Mendelssohn, et nous connaissons la façon dont Schumann va de plus en plus tenter d'injecter de la polyphonie dans sa production, et comment Brahms, qui lui a un esprit très polyphoniste, aura une culture polyphonique de plus en plus érudite. C'est précisément ces deux cas de figure sur lesquels je vous propose de nous pencher. Dans un premier cas, celui de Schumann, je voudrais vous jouer le début d'une de ces petites fugues, Fughettas, et j'allais dire, vous me direz ce que vous en pensez. En fait, je vous dirai ce que j'en pense, et vous verrez si vous êtes d'accord ou non. C'est un de ces Schumann qui n'est sûrement pas à l'apogée de sa fantaisie. Lui qui a appelé fantaisie un tel nombre de ses pièces. Etc. Même quand on est un génie musical, il arrive de tomber dans un certain académisme et on le pardonnera volontiers à Schumann. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir que lorsqu'il tente vraiment de s'approprier un héritage tel quel, alors il perd, j'allais dire, sa folie créatrice. En tout cas, le meilleur de sa création. Cela veut-il dire qu'il sera au sommet de celle-ci lorsqu'il transformera, peut-être malgré lui, cet héritage? Eh bien, ces derniers chants de l'aube nous le montrent peut-être. Pièce bien étrange. Si nous prenons la deuxième de ces pièces, ainsi, elle commence. Où allons-nous? Quelle est cette chose? Est-ce une mélodie, mais au contour bien insaisissable? Est-ce un accompagnement très ouvragé et très ambigu? En tout cas, il est toujours en syncope. Il commence toujours par une respiration qui semble instiller un peu de doute. C'est le premier contact que nous avons avec cette pièce. Le deuxième, c'est une basse qui commence en Ré majeur,
par la note la plus interrogative qui soit, puis par un chromatisme, puis revient un peu sur ses pas, avant de se fixer à nouveau sur la note que nous avons entendue en deuxième. Et puis, elle dessine bien plus nettement maintenant une mélodie. En fait, plus tard, elle va énoncer le thème de ce morceau. Maintenant, je ne vous ai pas vraiment aidé à trouver des repères dans cette pièce où, à mon avis, le compositeur ne nous aide pas du tout. C'est bien intentionnellement, bien sûr, car je pense qu'au contraire d'une œuvre beethovenienne, nous sommes amenés à nous perdre dans cette pièce où le compositeur se perd lui-même. Après la première idée, l'entrée de la basse, la seconde couche, si l'on veut, voici le thème. Là encore, une chose bien étrange, qui s'arrête dès qu'elle est entrée pour se suspendre, et au moment où elle semble avoir de l'élan, s'arrête à nouveau. Et puis mélodiquement, cette quarte qui monte et cette quinte qui descend après. Et puis des intervalles conjoints qui montent un peu et tout se fixe chez le mélodiste Schumann qui sait être tellement naturel. Cela traduit vraiment un désordre intérieur, une perte des repères considérable. Mais ce qui est bien frappant, c'est la façon dont ce chant, cette troisième couche, dans cette écriture qui tend vers la polyphonie, qui est en fait une certaine sorte de polyphonie, combien ce chant, en fait, est enveloppé par les volutes de notre première caresse mélodique. Si je ne joue pas le chant en relief, est-ce qu'on va vraiment pouvoir suivre cette mélodie ? Pas plus que l'accompagnement. Donc on voit qu'ici qu'il y a vraiment un tissage des lignes, là où le compositeur pourrait très bien laisser chaque ligne dans son registre pour que la polyphonie soit claire. Car c'est bien de polyphonie que je veux parler ici. À proprement parler, on pourrait se dire non, simplement une basse, un accompagnement et une mélodie. Je crois que la façon dont ce que je viens d'appeler l'accompagnement, notre première idée, est ouvragé, en fait une ligne à part entière, et la façon dont les deux lignes, cette dernière et la ligne de chant, s'entrecroisent tout le temps, génère une polyphonie tissée qui reflète vraiment les univers psychologiques mêlés du Schumann très tardif. La basse relance et se joint à la partie principale. Et on ne sait plus maintenant si ceci est seulement basse ou si c'est aussi une imitation du chant. Et oui, au début, le chant commençait avec cette carte. C'est ce que fait la basse maintenant. Et maintenant, la basse a le vrai thème. Maintenant, nous avons perdu pratiquement toute ligne. Il n'y a plus que celle du départ, un peu effilochée, jusqu'à ce qu'à nouveau notre thème reprenne. Mais il ne s'est pas développé, il n'a pas modulé, et il n'est pas allé plus haut ou mieux combiné, c'est toujours le même. Donc Schumann revient finalement sur la case départ, si j'ose dire.
d'un coup débouche sur une autre musique. Et la pièce alternera comme ça, en totale ambiguïté, entre des moments où il nous semble saisir des tissus polyphoniques et des moments où tout d'un coup il nous file entre les doigts pour, sur une impulsion, se laisser charmer par un autre type de musique. C'est bien sûr, ce sont les impulsions schumanniennes et ces jeux de bascule entre une personnalité ou une autre. La dernière de ces pièces, dans sa simplicité quasi mystique, nous en dit aussi beaucoup, je crois, sur la façon dont un désir polyphonique peut enrichir une pensée musicale simple. Au début de la 5e pièce de ce cycle en arche, qui après des passages de fièvre centrale revient vers son calme méditatif originel, nous entendons un choral. C'est vraiment la foi éternelle dans les traditions de la vieille Allemagne. Et puis, quand la phrase du choral est conclue, et que tout d'un coup, nous transposons, au sens propre et figuré, dans des sphères oniriques tout autres, comment pouvons-nous décrire ce qui se passe? Alors, nous avons toujours des accords verticaux, donc des restes de ce choral, mais qui ne sont plus permanents, dans une sorte de balancement que je dirais quasi utérin s'il n'était pas aussi transfiguré. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est la façon dont à la surface du choral, Schumann ajoute ces toutes petites oscillations dont nous ne savons pas très bien si elles sont simplement acoustiques ou mélodiques ou polyphoniques. J'essaye, pour être polyphonique, de combiner la ligne des ondulations avec le choral, alors que dans l'exemple précédent, j'avais seulement une mélodie, c'était trop cru, pas très intéressant, et dans le premier exemple, seulement une chose noyée, pré-impressionniste, ce que j'ai appelé acoustique. Là encore, ce n'était pas ce qu'il fallait choisir, ce n'est pas la façon d'entendre ce passage. C'était être trop schématique comme dans les deux autres cas. En réalité, je crois qu'on a ici la genèse d'un tissu polyphonique qui va devenir plus clair un peu plus tard. En effet, quand à nouveau nous nous retrouvons en ré majeur et que le choral devient déclaré avec une béatitude plus directe, alors, dans ce cas-là, notre petite ligne d'ondulation va être non plus à la surface, mais elle va se glisser un peu partout dans le choral, autour du choral, en dessus du choral.
dans une manière que seul Schumann peut véritablement rêver et réaliser. Je crois que là, on a vraiment la transformation complète d'une technique pour créer, j'allais dire, un type de poésie et d'écriture absolument spécifique. Le cas de Brahms est très différent. Avec Brahms, les faits sont beaucoup plus établis. L'artisanat est évident. J'allais dire que le savoir-faire est presque déclaré. En fait, ce qui sera, comme toujours, extraordinaire d'observer avec lui, c'est la façon dont l'artisan, l'homme de connaissance des savoirs polyphoniques et de leur réalisation, servira à merveille le cœur romantique et le maître des sentiments. Prenons la deuxième pièce, l'intermezzo de ces pièces pour piano, opus 118. Nous entendons une mélodie d'une nostalgie que lui seul peut nous faire ressentir. Alors déjà, il le fait d'une façon particulière parce que il pourrait simplement faire mais il varie toujours les mélismes de son accompagnement. Et ceci avec un sens des mouvements contraires et complémentaires remarquable qui lui permettra en même temps d'être remarquable dans les mélismes et dans la forme. Le classicisme de la forme restera toujours impeccable. Nous pourrons ajouter que, justement, ces mélismes que nous venons de suivre sont énoncés en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, contre 2 au chant. 1, 2, 1, 2, 1. Créant ce jeu polyrythmique typique de Brahms. Brahms est un grand rythmicien, mais aussi permettant à la polyphonie d'avoir, disons, une dimension de richesse dans la complémentarité de plus. Écoutons lentement un passage où les mélismes se combinent à des vitesses différentes. On peut naturellement, lorsqu'il y a ces jeux de décalage, suivre d'autant plus, goûter d'autant plus les jeux de ligne à ligne. Mais il y a mieux. En effet, au lieu de se contenter d'avoir une mélodie accompagnée comme cela, et même accompagnée de façon très ouvragée, Brahms saisit certaines crêtes, disons, de la ligne d'accompagnement, ou nous pourrions dire plutôt que cette ligne est forgée de façon à dessiner une ligne de crête, en quelque sorte, qui devient une mélodie, une contre-mélodie, un contrepoint. Et vous reconnaissez, bien sûr, c'est le début de notre mélodie, de sorte que quand nous l'écoutons, en imitation, elle crée un effet d'écho affectif, d'une nostalgie vraiment irrésistible. Et bien sûr, ce que nous sentons, c'est ce regret supplémentaire
apporté par cette imitation, nous ne nous disons pas « Mon Dieu, comme Brahms a réussi ici son canon ». C'est pourtant bien de cela qu'il s'agit. En fait, c'est comme si une voix supplémentaire s'ajoutait, une voix d'alto, un musicien altiste par exemple, qui viendrait faire écho aux sentiments énoncés par le musicien violoniste. Brahms, le grand compositeur de musique de chambre, l'est d'autant plus qu'il est un grand polyphoniste. Il peut ainsi donner à chacun des participants, des exécutants d'une de ses pièces, des lignes tout aussi variées et expressives les unes que les autres. Quand, avant de réitérer cet événement, eh bien, il nous fait tourner les yeux vers la lumière avec un choral transfiguré, nous sentons, eh bien, c'est un choral, musique homophonique. En réalité, l'idée du canon, l'idée de l'imitation cachée est toujours là. C'est notre mélodie, la voilà aussi. Et maintenant, nous gardons seulement le canon. C'est cette double mélodie qui va rester telle qu'elle. L'harmonie, elle, va changer complètement. Pour réentendre notre mélodie du début. Et quel est le changement maintenant ? Eh bien, c'est l'alto, cette fois-ci, qui a pris la mélodie principale, la mélodie première, et c'est le violon qui l'imite, qui fait le jeu de canon. Ça n'est qu'une inflexion nostalgique de plus, c'est aussi à l'origine un procédé d'écriture. Je disais, Brahms, le grand artisan, eh bien parfois il nous en fait la démonstration, plus que là où son savoir était caché dans ses confessions secrètes. Finalement, ces pièces sont vraiment des pièces d'intimité qui sont là ni pour la démonstration scénique, ni pour celle du savoir-faire compositionnel. Quand au contraire, Brahms écrit certaines séries de variations, par exemple, là c'est parfois une autre affaire. On l'a vu avec les variations sur un thème de Paganini, qui sont une sorte de démonstration d'unification entre virtuosité et savoir compositionnel. On peut le voir maintenant avec ces variations sur un thème de Handel. Alors le thème au début, c'est vraiment la mélodie accompagnée. Rien ne laisse présumer de cette sorte de démonstration des différentes façons d'écrire polyphoniquement que seront certaines des variations futures. De même que la deuxième variation, on est vraiment dans un autre siècle. Par contre, à la variation suivante, Brahms rentre en scène. Et là, c'est une autre affaire tout de suite, à tout point de vue. Ce n'est pas seulement l'animation de la passion romantique qui est ici venue changer le cours du cycle, c'est aussi bien sûr l'enchaînement harmonique. C'est aussi la mélodie tellement chromatique, la variation du thème. Mais pour ce qui est du sujet qui nous préoccupe, c'est surtout l'entrée en scène de la polyphonie. Vraiment, chaque partie participe au jeu.
et chacune dans ce style très chromatique. Alors, pour structurer l'ensemble de ces variations, il y aura une grande fugue à la fin, mais celle-ci est presque trop évidente, nous ne nous en occuperons pas, mais nous avons des variations par couple. Et c'est très révélateur, parce que souvent, l'une des variations n'est pas polyphonique, ou l'est très peu, et l'autre, au contraire, l'est. Un peu, ou beaucoup. Alors, jouons un peu au jeu des comparaisons pour voir justement comment Brahms a fait son dosage. Variation en si bémol mineur, par exemple. Alors, dans cette romance, bien, alors nous avons une superbe mélodie, mais comment qualifier ce que fait la main gauche ? Des harmonies brisées peut-être, mais quand elle se joint à la mélodie pour faire, là on a un petit moment polyphonique, on est entre deux mondes vraiment. C'est un accompagnement étal d'un compositeur très polyphonique peut-être. Et la variation suivante par contre est très différente. Là la mélodie que l'on entend c'est... Alors maintenant, un accompagnement étal ou quoi ? Un canon, bien sûr. La main gauche joue la même chose, à retardement. Donc là, pour le coup, nous basculons dans une forme stricte, sévère. Et même, on a droit au début au canon parfait, et puis au canon inversé après. La deuxième main nous fait la même chose, mais dans un miroir. Cependant, avec l'espace créé par ces octaves, avec le piano pour cette musique qui pourrait être massive ou très objective, avec les grandes lignes que demande Brahms, le contexte général va évoquer tout sauf une écriture sévère, justement, ou une pièce objective. On a l'impression que, ici, en s'inspirant de son maître Bach, qui le fait d'une toute autre façon, Brahms a voulu, dans le suggestif, donner tellement que nous oublions presque l'écriture en canon. Enfin, presque. Le couple de variations suivant est complètement opposé. Rien de polyphonique dans cette petite fanfare de chasse. En revanche, dans sa sœur jumelle qui vient, nous avons un corps de postillon qui répète toujours sa même note obstinée et des petits appels qui sont ouvragés dans une autre ligne, qui mélodise beaucoup plus. Enrichissement de l'idée d'origine avec la dimension polyphonique. En fait, même lorsque Brahms nous fera entendre la musique la plus mélodico-harmonique qu'on imagine, eh bien, la dimension polyphonique sera là pour enrichir la proposition. Quand on
Entendons-nous une musique très simple qui déroule ses harmonies. Une sorte de minorisation de notre thème, au lieu d'avoir tout est en sol mineur. Seulement, Brahms utilise l'outil du polyrythme. Une main est en 4, 1, 2, 3, 4, 1, l'autre en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. De sorte que nous suivons le rapport mélodique beaucoup plus que si les deux parties avaient la même vitesse. Et ça ne suffit pas. Brahms ajoute une petite note énoncée avant chaque groupe de triolets. Et cette petite note, vous vous rappelez, c'est notre thème. Donc le thème est en filigrane et ces petits scintillements vont en fait ajouter comme précisément un filigrane, une ligne qui va tisser sa polyphonie avec cet environnement. Une sorte de polyphonie qui ne se déclare pas. Voilà donc quelques-unes des attitudes possibles que Brahms, le génie de la variation, pouvait avoir vis-à-vis de la polyphonie. Il s'agit bien sûr de se positionner de façon tout à fait différente, radicalement différente, dans la façon de composer la musique et donc d'intégrer quelques-unes de ces grandes permanences qui parcourent notre histoire de la musique. La polyphonie en est une. Elle en est une et à un tel degré que nous la retrouvons sous différentes latitudes, je l'ai dit en introduction à ce séminaire, mais nous la retrouvons aussi au-delà des moments où se passent des changements radicaux dans la continuité ou le développement de l'esthétique et des langages utilisés par nos créateurs. Ainsi, lorsque Schoenberg a décidé de rompre avec la tonalité, il n'en reste pas moins un adepte du contrepoint. Et nous en avons une leçon fulgurante dans ces 5 pièces opus 23, qui sont 5 façons d'écrire différemment la polyphonie. Première pièce. Alors, les lignes sont libres. On a l'impression que Schoenberg, passez-moi le terme, fait ce qu'il veut. Presque qu'il improvise au fur et à mesure. Il est aussi libre que dans ces petites pièces opus 19, quand il semblait qu'on était en dehors de toute contingence, en dehors de tout héritage. Cependant, ici, dans l'opus 23, il y a une constante. Nous sommes à 3 voix. C'est vraiment un contrepoint à 3, sévère, en fait, suivi avec responsabilité et constance. Je vais mettre en valeur d'abord la partie supérieure, puis la partie inférieure, puis la partie médiane.
quand vraiment chaque ligne suit toujours sa logique, quelque part. Cependant, cela se fait, comme je le disais, avec beaucoup de fantaisie et pourtant avec une grande organicité. On ne sait pas dire de quelle logique tout cela dépend, mais on sent bien que c'est extrêmement unifié. En fait, au début, on s'aperçoit que chaque partie travaille toujours avec les mêmes petits regroupements d'intervalles. Dans différents sens, hein. L'objet se tourne dans tous les sens, comme toujours. Mais ce sont toujours les mêmes regroupements. Donc cela, bien sûr, assure une organicité. Au début, les lignes aussi se comportent comme toujours. On est plutôt continu. Mais déjà, j'allais dire, Schoenberg fait une entorse aux vieilles règles. Ici, nous nous apercevons qu'en fait, il n'en fera qu'à sa tête en matière de lignes, et ça va être l'un des enjeux de cette série de pièces, c'est que le comportement mélodique va être d'une liberté formidable. Comment donc Schoenberg va-t-il arriver à intégrer ce qui sonne parfois comme une sorte de délitement linéaire à une polyphonie très intégrée et organique. Maintenant, nous sommes déjà au milieu de la pièce. C'est une musique très concentrée. Il fait autre chose. Là, c'est un chant accompagné. Et on voit bien que le guitariste un peu ridicule qui cherche ses harmonies n'y arrive pas tout à fait. Il est tout le temps interrompu. Et voici maintenant notre chanteur. C'est une basse. Tout d'un coup, c'est un alto. Et puis une soprano. Et puis une colorature. Bref, le comportement vocal est vraiment d'une autre période. Là encore, dans le cas d'une mélodie accompagnée, on voit bien qu'on a affaire à un vieil héritage, mais renouvelé. À la fin de cette section, il ne restera plus que des bouts, des bribes. Et quand nous allons rentrer dans la troisième partie, c'est une structure en ABA traditionnelle, alors nous nous apercevons que nous revenons à une polyphonie à trois voix, mais elle est très perturbée. Elle s'arrête et elle reprend. Elle s'arrête à nouveau. Et en fait, nous allons comprendre bientôt que nous tendons vers le point culminant de la pièce. Et là, ce qui est très intéressant, Schoenberg va combiner toutes ces dimensions. Nous allons entendre un accompagnement en pling-plong, comme tout à l'heure, un peu ridicule. Nous allons entendre une jolie mélodie avec des intervalles conjoints, comme au début. Nous allons entendre des restes, comme à la fin du passage médian. Et nous allons entendre de ces mélodies à la loulou, qui fleurent bon leur expressionnisme et qui intègrent vraiment des sortes de cris dans un tissu très serré. J'aimerais continuer et continuer, mais une musique aussi riche que celle-ci mérite d'être commentée à chaque mesure, à tel point la fantaisie qui la dicte aussi l'écriture.
C'est dans la troisième pièce que Schoenberg nous émerveille pour son travail contrapuntique. Il commence sur la pointe des pieds, sur ce qui va bientôt devenir un thème très important. La main gauche imite. Oui, on voit donc qu'on fait un jeu, eh bien, tous ces jeux d'imitation d'un motif, n'est-ce pas, qui nourrissent tout jeu polyphonique, mais bientôt nous apercevons que ce n'est pas une écriture responsable, comme celle d'une fugue, par exemple. En effet, on va aller vers une sorte d'improvisation constante du type de certains numéros du Pierrot lunaire, par exemple. Je recommence. On voit qu'ici et là, il y a des bribes de mélodies qui expriment toutes sortes de choses, qui font des petits tissus, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il s'exprime mille choses. Et puis maintenant, tout d'un coup, on revient dans le tempo et on entend... Ah, c'est notre thème. On l'a entendu au début. Il revient déjà. Ça veut dire qu'il revient, en fait, eh bien, il va revenir tout le temps. Et ça va être la base de la trame de cette musique. C'est le vieux principe de la passacaille. Eh bien, on va l'entendre tout le temps. Maintenant, à la main gauche, je le mets en valeur. Mais, oui, avec nos petits jeux de renversement, eh bien, cette fois-ci, il est renversé. Et à la fin de ce petit passage, on entend notre thème à la main droite une fois, deux fois, trois fois, vraiment en paquet comme ça. Et on voit bien que correspond à cette concentration une sorte de dramatisation dans l'expression. Prochain énoncé de notre thème, on s'aperçoit que, en fait, chaque fois qu'on a un énoncé du thème, ça définira une petite section dans la pièce qui aura sa respiration, qui aura son microcosme, son caractère, son atmosphère ou ses qualités descriptives. C'est peut-être le cas de la prochaine présentation. Voici notre thème. Lent et lyrique, mais avec les mêmes notes qu'au début, il n'a pas été transposé. Et voici ce que nous entendrons autour de ce thème, joué par la même main. Des petits accords qui scintillent. À vous vraiment de faire l'association que vous souhaitez. Ciel d'étoiles, petites impulsions de caractère. Vraiment, l'imaginaire de chacun est libre de faire les associations qu'il désire. Et puis, une autre couche, une troisième, très différente. Une drôle de façon d'énoncer des harmonies, n'est-ce pas? En les arpégeant, comme si elles étaient un peu bancales, et puis en les faisant se balader de registre à registre, pour créer une sorte de pirouette très élégante, peut-être à la Pierrot lunaire, je n'en sais rien. Mettons nos trois couches ensemble. Vous avez bien entendu, ce n'est pas le même matériel, et du coup, ce n'est pas la même expression. On a changé, c'est autre chose. Et puis, à la fin de cette autre chose, on retrouve notre thème, même note, autre registre, et une autre façon
créer un environnement pour lui. En fait, ce qui est très frappant avec le dernier exemple, c'est combien nos trois couches vivent dans des mondes différents. C'est presque une polyphonie de caractères, pratiquement, qu'a réalisé ici Schoenberg. En tout cas, certainement une polyphonie de texture. Peut-être aussi est-ce le cas avec la prochaine. Quand, dans la musique qui suit, eh bien, le compositeur ou le personnage se fâche. Et la pirouette que nous venons d'entendre est faite de notre thème. Eh bien oui, parce qu'un thème de Pasacaille, ça n'est pas seulement présent pour lui-même, ça génère du matériau partout, dans toutes les couches. En fait, c'est un renouvellement constant et extrêmement bien guidé. Et dans la page finale, comme un geste d'éventail, eh bien Schoenberg nous fait entendre, sur les mêmes notes qu'au début, notre thème est le même inversé à l'autre main. Et là encore, éparses quelques harmonies brisées tout autour de ce joli petit canon inversé. Et encore une fois, mais dans l'autre sens. Alors on s'éloigne. Là, on voit vraiment comment le vieux principe de la Pasacaille est repris pour être traité à l'ordre du jour sur le plan de l'esthétique et de la technique, renouvellement qui allie une liberté audacieuse à une concentration rare. Là, nous assistions en permanence à une transformation complète d'un héritage. Dans le numéro 4, c'est peut-être un peu la même chose, mais différemment. Les lignes, là, ne sont pas si claires. En fait, la facture générale est plus facile à saisir à l'audition, c'est moins complexe, si vous me passez le terme. J'entends des collègues qui pourraient dire « Ah bon, au moins là, ça chante un peu ». En réalité, on peut s'interroger pour se dire « Oui, mais comment cela chante, justement ?» Arrivez-vous vraiment à définir une mélodie? Moi, non. Est-ce que l'on peut tout autant dire « Eh bien voilà, on a trois voix qui sont conduites de cette façon », je crois que c'est plus complexe que cela. Ce sont toujours... Est-ce qu'il faut vraiment le définir? Des harmonies brisées, des lignes partielles et un peu épaissies. Bref, une nouvelle façon de faire la musique qui n'est plus horizontale ou verticale, ou une façon de faire la polyphonie qui n'est plus guidée très clairement avec un nombre défini de couches complètement indépendantes, mais une façon plus diagonale qui combine en toute liberté. Il est vrai qu'avec un nouveau matériel de base, on peut s'autoriser de nouvelles techniques.
j'ai l'impression dans le mouvement des mains et peut-être à l'audition dans le jeu général des mouvements que nous pouvons suivre, qu'il y a cet esprit polyphonique, mais que nous n'arrivons jamais vraiment clairement à en suivre le cheminement focalisé. Ce sont trois autres très différentes façons de transformer ce vieil héritage sur lesquelles nous nous pencherons rapidement maintenant. Elles sont bien postérieures dans le siècle, elles sont très proches de nous. La première est du milieu des années 90, 1994. Il s'agit d'une pièce de Elliott Carter. Et la question est comment un compositeur aussi polyphoniste peut écrire pour le piano une composition où la différenciation des couches est tellement importante. Lorsqu'il écrit pour l'orchestre, par exemple, et qu'on a bien une couche, disons, confiée au cuivre en alternance, et puis une autre confiée aux cordes en harmonique, et une troisième au bois ou aux percussions, là tout est clair. Par contre, avec un instrument monochrome, comme le piano, eh bien, il faut trouver des solutions, en quelque sorte. Alors j'ai pris cette petite pièce, parce que là encore, les choses sont claires, et cependant pas trop. Au début, nous entendons une sorte de chorale enfermée dans une petite boîte, comme si au niveau du registre, il n'avait pas le droit de dépasser certaines limites. Il est toujours dans le médium. Toujours le même réservoir de notes aussi. Alors, ce n'est pas une ligne, bien sûr, hein, c'est une couche. Ça a 4 voix, mais disons que malgré tout, ça fait un tout. Et puis, il y a une autre couche qui, là, est une ligne, vraiment, mais au départ, elle n'est pas énoncée en tant que ligne, comme vous entendez. Mais de point à point, on arrive à reconstituer un parcours. Comme si, en fait, il y avait une espèce de mélodie qui s'auto-générait quelque part. Alors si tout à l'heure nous parlions de caractère, là on a vraiment un caractère extrêmement ludique et presque détaché, quand nous avions tout à l'heure, au contraire, une sorte de calme distanciation. Alors, combinons ces deux couches. En fait, pour l'instant, ils sont dans un registre proche. Ce sera donc intéressant de voir comment on fait la relation entre les deux. En fait, il y en a il y a une couche qui est très lente et parfaitement régulière. Et l'autre, en fait, qui est beaucoup plus rapide, très irrégulière en rythme. Et donc tout à fait inattendue. Et puis il y a une troisième voix. Alors, ce n'est pas comme dans Schoenberg au début de ses pièces, où les 3 voix étaient très homogènes. C'est vraiment comme Schoenberg, quand il y avait la mélodie au milieu, et puis le ciel étoilé et les pirouettes de Pierrot. Donc c'est vraiment une caractérisation la plus extrême possible. Là, on a des coups forts, sans pitié,
j'allais dire, presque objectifs. Eux sont réguliers aussi, mais c'est comme si c'était un phénomène extérieur à la musique vivante qui se déroule et qui va se transformer peu à peu. Alors, écoutons donc cet ensemble. Je crois qu'il y a deux phénomènes vraiment très intéressants qui peuvent acquérir une grande importance. L'un, c'est à quel point l'idée de couche de vitesse peut être portée loin. Chez Bach, on avait un canon par augmentation. Il était 2 fois plus lent, 2 fois plus vite, mais ça rentrait toujours dans le même temps général. Ici, au contraire, les calculs du temps sont faits de telle façon qu'on ait l'impression qu'en fait, chaque couche ait son propre temps et que ces temps sont indépendants. On ne se rencontre pas de couche à couche. Mais il y a aussi le fait que chacune de ces musiques semble être complètement différente des autres et qu'il semble ne pas y avoir de monde commun. Donc en fait, on a vraiment un monde global qui va être intéressant de par les rencontres entre les différentes couches, mais qui est fait de 3 mondes qui semblent au départ non communicants. S'il y a des moments de communication, il semble que ce soit pratiquement par accident. Et donc, écouter cette pièce consiste à voir comment ces accidents de parcours vont transformer les lois de chacune de ces couches. En fait, la pièce est très courte, mais les transformations vont se passer très vite. Ainsi, par exemple, quand une vitesse était très régulière, mais qu'un processus de transformation va se dérouler, eh bien, on pourra vraiment sentir l'accélérer tandis que les coups réguliers continuent. Eux ne se transforment jamais, c'est l'idée fixe de la pièce. Et en fait, même quand les transformations seront considérables, c'est eux qui vont assurer la proportion du paquet général, si on passe ce terme, et il s'agit bien un peu de cela. C'est une pièce avec un a priori fort, en effet, ces coups réguliers sont là pour exprimer le chiffre 90 entre le coup de 89 et celui de 90, un grand geste dramatique qui nous signifie, eh bien attention, c'est maintenant d'une importance majeure. Et ceci, c'est 90. Et dans une coda qui reflète beaucoup de son humour personnel, Carter ajoute à ce cadeau d'anniversaire, pour son ami compositeur fêtant ses 90 ans, une 91e note, une 92e, et si nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, Elliott Carter a 101 ans, je l'ai visité juste la semaine dernière à New York, je crois que nous pouvons lui souhaiter très facilement ce que représentent les 19 notes supplémentaires qu'il a inscrites dans sa composition et même prendre en compte le point d'orgue qu'il a inscrit dans la résonance. Cette idée, naturellement, de vouloir, dans une même vision humaine, considérer différents types de temps
eh bien, est un comportement qui peut concerner beaucoup des créateurs intéressés par le monde dans lequel nous vivons. Et ce qui est frappant, c'est de voir les différentes solutions qui ont été apportées par différents d'entre eux. Pour Ligeti, par exemple, cette idée de couche de vitesse s'est enrichie d'un retour à des polyphonies originelles, mais pas celles de nos origines, de la Renaissance par exemple, celles de l'origine d'autres civilisations, de différentes tribus d'Africains des forêts tropicales subsahariennes, en particulier de certaines tribus de Pygmées. Et vous savez sans doute, ou peut-être, ou certainement, que ces musiques se basent sur des cycles réitérés, avec des patterns rythmiques, mais que lorsqu'ils se reproduisent, ces patterns sont variés et qu'ils se combinent à d'autres patterns qui ont d'autres cycles, et ainsi est générée une polyrythmie. Eh bien, ce qu'il fait dans certaines de ses études pour piano, je parle de Ligeti, s'apparente à cela, à sa façon bien sûr, mais lorsqu'il confie à l'une des mains, et nous nous étions penchés sur cette étude dans notre cours sur la programmation, un pattern rythmique fait de toutes petites cellules de 2, 1 ou au maximum 3 sons. Chaque fois que je fais un cercle pour montrer la récurrence du pattern d'origine, j'ai l'impression d'imiter l'ethnomusicologue qui a découvert et explicité la musique des Pygmées. Je ferai un cercle d'une autre dimension pour l'autre main, autre périodicité. Pas si facile, j'aurais dû travailler mon cercle avant de venir. Et maintenant, je combine les deux cercles et nous voyons comment ce jeu de périodicité et ces combinatoires de petites cellules peut régénérer l'idée de polyrythmie. Ça n'a plus rien à voir avec une polyrythmie de Brahms maintenant. Presque toujours la même chose. En fait, ce sont les mêmes modèles qui se répètent, mais leur combinatoire est toujours différente et le résultat est toujours différent. La folie du monde du canon de Bach qui tournoyait sur lui-même de tout à l'heure n'est peut-être pas si loin. Un autre exemple de jeu polyrythmique est la récupération du vieux principe de la fugue. Lorsque dans son étude numéro 6, j'y reviens à nouveau, mais certaines œuvres revêtent une telle importance qu'il est difficile de faire autrement, lorsque Ligeti nous fait entendre un thème de fugue, il impose son tempo et un certain flux. Quand ce thème sera imité, repris par la main gauche, lorsqu'il s'agira d'une seconde entrée de fugue, alors là, nous découvrirons tout de suite que celle-ci le fait à un tempo différent. Mais ça n'est plus le jeu de diminution et non pas d'augmentation, comme dans notre exemple de Bach traditionnel, où 2 notes en vaudraient une seule. Ici, on est dans un rapport de 3 à 5. C'est-à-dire que lorsque l'on a 5 plus petites valeurs dans la partie d'origine, il n'y en a que 3 dans la partie qui va maintenant entrer en scène.
donc le rapport de vitesse n'est plus le rapport d'un temps unifié, comme à l'époque de Bach, d'un temps englobant en quelque sorte. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment Ligeti va systématiser ce principe. Ainsi, lorsqu'après une sorte de point culminant, il reviendra vers son thème en le combinant avec lui-même, nous aurons droit à 3 vitesses. C'est toujours cette lamentation du début. Et là, il nous indique, en jouant chacune des petites valeurs, qu'il y en a 5. En fait, c'est aussi une béquille pour le pianiste pour arriver à jouer en mesure. Tandis que dans une des voix beaucoup plus lentes, nous pourrions en fait, si nous étions bons calculateurs, aller jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la partie de la main gauche joue 7, tandis que l'autre partie de la main gauche joue 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bref, c'est cette façon d'employer un principe séculaire pour le renouveler avec cette technique et cette inspiration de couche de vitesse. En fait, ce principe de polyrythmie lui permet de créer tout type de nouvelles textures ou de nouvelles activités musicales. Ainsi, dans son étude de Zauberlehrling, l'apprenti sorcier, chacune des mains fait une sorte de jeu rythmique. Finalement relativement simple en soi-même, très syncopé, très jazzy, si vous voulez, mais comme chacune le fait dans un registre proche, et que le tempo général est très rapide, la perception générale de ce polyrythme est une perception tout autre, et on perçoit une sorte de cascade continuelle qui crée un jeu d'illusions auditives. En fait, là, il s'agit vraiment quelque part d'obtenir un résultat différent avec un certain type de technique. Et c'est un peu le jeu auquel se livre George Benjamin, et je terminerai par cette œuvre, par les 3 extraits de cette œuvre, qui s'appelle Shadow Lines. Le titre nous dit clairement qu'avec les lignes de sa polyphonie, il joue des jeux de l'ombre. En fait, il veut camoufler sa polyphonie. Il s'agit de préludes canoniques. C'est assez antinomique. Le prélude, œuvre instrumentale, plutôt libre, assez improvisée, plutôt facile et agréable, faite pour se dégourdir les doigts, œuvre de fantaisie et d'une certaine séduction virtuose, combinée avec le canon, la plus sévère des formes contrapuntiques. Est-ce possible ? Eh bien, justement, c'est ce défi auquel il se livre, par exemple, lorsque il nous fait entendre une polyphonie à 2 voix dans une main, très chromatique au demeurant, et que cette même polyphonie à 2 voix, ou invention à 2 voix, est transformée par une sorte de jeu de petits codes dans l'autre main, en polyphonie non plus chromatique, mais pentatonique. En fait, les mêmes rapports d'intervalles, les mêmes jeux mélodiques, et donc la combinaison
des mélodies, donc la polyphonie, est la même à l'origine, le modèle est le même, mais disons que le compositeur a introduit un paramètre modulant dans l'équation qui fait que le résultat est altéré. Au lieu de... Pourtant le même nombre de notes, vous vous en rendez compte. Deuxième phrase, son équivalent, et ainsi de suite. On ne reconnaît pas qu'il s'agit d'un canon, c'est le jeu. Et Benjamin va donc habiller chacun de ces ensembles à deux voix d'une façon différente. L'un sera joué de façon sauvage, métallique, et avec une grande dynamique. L'autre, au contraire, sera presque noyé à l'arrière-plan comme une harpe éolienne. Dans un autre cas de figure, la ligne d'origine sera infiniment simple. C'est vraiment une ligne que l'on peut chantonner. L'imitation sera parfaite, dans le même tempo, un peu transposée, en fait très peu. Elle sera si peu transposée qu'elle viendra toujours en frottement. Et elle jouera dans le même registre et à un décalage tel que ça créera un problème de perception pour la première ligne. On les confondra toujours l'une avec l'autre. Et c'est ce jeu d'avoir des lignes infiniment reconnaissables sur le papier et très peu à l'oreille qui, je crois, a intéressé le compositeur. Lorsque plus tard, les mêmes mélodies de basson seront soudain interrompues par des gestes furieux de trombone, comme le trombone sera traité en canon, eh bien cette façon de briser la continuité dans une ligne fera la briser dans l'autre, mais comme il y a un décalage entre ces brisures, alors ça nous fera perdre encore plus nos repères dans cette situation. De sorte que de surcroît, comme les trombones jouent de plus en plus, les bassons disparaissent au fur et à mesure. Et le dernier exemple que je prendrai d'une façon de réinterpréter le canon, d'essayer toujours de faire du neuf avec de l'ancien pour mieux faire survivre une tradition, c'est cette quatrième pièce où le canon commence de façon bizarre. Les deux mains sont ensemble, puis un peu décalé, puis un peu plus, encore plus, et en fait de plus en plus. De sorte qu'au bout d'un moment, nous perdons le sens de l'imitation. Maintenant, les choses semblent se rapprocher, puisque vous allez reconnaître une imitation très claire, en mouvement contraire, bien sûr, mais elle est bien là.
On a donc l'impression qu'alors que tout coïncidait au début, les deux canons, ou ce qui va devenir un canon, se sont écartés de plus en plus comme des bandes d'élastique jusqu'à être très éloignés avant finalement de revenir à une parfaite coïncidence à la fin de cette page. Là, les deux parties massives à la Beethoven sont parfaitement ensemble. Donc, avec cette façon, eh bien, de jouer avec l'élasticité du temps de l'une des voix, ça permet bien sûr de jouer sur le rapport entre les deux voix, entre en fait un modèle et sa projection. Trois façons donc pour George Benjamin de s'amuser très savamment avec cette tradition de la polyphonie qu'il a prise en charge vers sa 40e année, au moment où l'héritage coloristique et spectral hérité de Messiaen ne semblait plus lui suffire. On s'aperçoit donc qu'il y a des compositeurs qui naissent polyphonistes et d'autres qui le deviennent. Je crois que ma conclusion doit être plus que brève, mais c'est vrai que ce sujet comportait tellement de couches que je n'ai pas pu le traiter avec peut-être la vitesse requise et qu'il m'aurait fallu un peu plus d'élasticité. Voilà, je vous remercie de votre attention.